Alors, bonjour à tous. Je vais débuter, comme François l'a mentionné, cette série de 3 conférences en vous présentant les résultats d'un état de la question préparé sur les cancers et les cancérogènes d'origine professionnelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux cancérogènes et aux cancers professionnels? Eh bien, c'est un sujet qui s'est imposé de lui-même par sa pertinence. Il a été mentionné et intégré au plan d'action de plusieurs institutions nationales. Il s'agit en effet d'une priorité du Programme national de santé publique 2003-2012. Le plan de mise en œuvre de la CSST 2008-2010 avait pour but de mettre à jour l'information de l'annexe 1 du RSST. La Société canadienne du cancer a pris position et a soulevé l'importance d'informer les travailleurs des niveaux d'exposition aux cancérogènes. Et finalement, le plan quinquennal 2013-2017 de l'IRSST a une programmation thématique d'inscrite sur les cancers et les cancérogènes professionnels. On estime qu'il y a environ de 100 à 150 cancérogènes possibles, probables ou avérés auxquels les travailleurs pourraient être exposés. Il peut s'agir d'agents chimiques, d'agents biologiques, d'agents physiques ou encore de circonstances de travail. Dans un récent rapport de l'IRSST, France Labrèche et ses collaborateurs ont estimé l'exposition aux cancérogènes auxquels les quelques 3,5 millions de travailleurs québécois sont exposés. Donc, en plus grande proportion, on retrouve le rayonnement solaire, le travail posté incluant la nuit, les gaz d'échappement de moteurs diesel, les poussières de bois, ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont des produits de la combustion. À l'Institut, il y a plusieurs projets de recherche en cours ou en élaboration qui portent sur des substances qui sont cancérogènes, avérées ou probables. Donc, il y a des projets sur la silice, sur l'amiante, sur certains pesticides ou encore sur les nanomatériaux. Il y a également des projets qui portent spécifiquement sur les cancérogènes. Donc, entre autres, il y a eu une étude épidémiologique des travailleurs de l'aluminium, une revue des publications sur le cancer chez les travailleurs des chantiers maritimes, un portrait général de l'exposition des travailleurs québécois à des cancérogènes, dont je viens de vous présenter quelques résultats, et l'estimation du nombre des cancers d'origine professionnelle au Québec. Donc, un état de la question, ça nous permet de brosser un tableau de la situation en recherche et ça nous aide à se positionner sur les avenues à prioriser. Donc, la question à laquelle j'ai répondu dans le document est la suivante. Quel est l'état des connaissances et quel est l'état de la recherche au sujet du cancer et des cancérogènes d'origine professionnelle? Donc, la période couverte est 2007-2012 et j'ai consulté les sites web des organismes de financement ou encore des institutions de recherche en santé et sécurité au travail où j'ai pu trouver des résumés, des rapports, des livres blancs. J'ai également consulté les bases de données de financement comme par exemple les IRSC ou encore le gouvernement du Québec. Et finalement, j'ai consulté PubMed. Donc, tout d'abord, afin de brosser un topo de la situation, j'ai vérifié ce que les chercheurs intéressés à la problématique considéraient comme étant des priorités de recherche. Donc, en termes de substances, on recommande de s'intéresser aux cancérogènes auxquels un plus grand nombre de travailleurs sont exposés. Donc, par exemple, au Québec, ça pourrait être les poussières de bois ou encore les fumées de moteurs diesel. Et on recommande également de s'intéresser aux cancérogènes qui sont classés comme probables ou possibles par le Centre international de recherche sur le cancer puisqu'il s'agit de substances pour lesquelles on manque de données humaines. Et il y a également des problématiques qui sont exposées dans la littérature, donc entre autres les expositions multiples, parce que les effets combinés potentiellement cancérogènes de 2 ou plusieurs substances sont très peu étudiés. Et il y a finalement des milieux qui sont considérés comme plus à risque ou encore où les risques sont méconnus. Donc entre autres, on parle de petites entreprises ou d'entreprises nomades, des entreprises de traitement des déchets et des eaux usées ou encore des entreprises où les nanomatériaux sont utilisés ou produits. J'ai consulté les organismes de financement et j'ai relevé tous les projets de recherche, enfin, la plupart des projets de recherche qui portaient sur les cancers et les cancérogènes d'origine professionnelle. Je vous ferai pas la liste exhaustive de tous les projets recensés, mais je peux vous montrer quelques-unes des institutions qui sont les plus actives en recherche. Donc, au Québec, outre l'IRSST, il y a l'Institut national de santé publique qui s'intéresse principalement à la surveillance sur le cancer du mésothélium en lien avec l'amiante. Et il y a également quelques études épidémiologiques à l'Université de Montréal et à l'INRS Armand-Frappier. Dans le reste du Canada, il y a beaucoup d'institutions de recherche qui s'intéressent aux cancers et aux cancérogènes professionnels. Et j'aimerais attirer votre attention sur l'Occupational Cancer Research Center, qui est basé en Ontario, qui a été fondé en 2009 et qui s'intéresse exclusivement à la recherche sur les cancers et les cancérogènes professionnels. Et jusqu'à ce jour, ils ont plus de 25 études à leur actif. Il y a également WorkSafe BC, qui est l'équivalent de la CSST, mais en Colombie-Britannique, qui a subventionné plus d'une douzaine d'études, dont la plupart ont été menées par des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique.
Donc, au Canada, les sujets de recherche sur les cancers et les cancérogènes professionnels sont divers. Mais ce qui ressort le plus, c'est la recherche sur le cancer des poumons et toutes les substances qui peuvent en être la cause, donc par exemple l'amiante, la silice ou encore les fumées de moteurs diesel. Donc, à l'international, il y a beaucoup d'organismes de recherche et d'institutions de financement qui s'intéressent également aux cancers et aux cancérogènes d'origine professionnelle. Notamment, d'une collaboration entre NIOSH et le National Cancer Institute est issue une grande étude épidémiologique dans les mines qui a contribué à la confirmation des fumées de moteurs diesel comme étant un cancérogène. Et j'aimerais attirer votre attention sur le Danish Nano Safety Center, qui est un centre de recherche danois établi en 2012 et qui s'intéresse exclusivement à la santé et à la sécurité des nanomatériaux, dont un de leurs volets de recherche est la cancérogénicité probable des nanomatériaux. Donc, en terminant, un état de la question, mais effectivement, ça nous permet de nous positionner sur des avenues à privilégier dans un contexte québécois. Et on a, grâce au travail recensé, on a identifié plus d'une douzaine de pistes et d'avenues potentielles à privilégier, dont 6 ont été revenues pour la programmation de recherche sur les cancérogènes professionnels. Donc, dans les prochaines années, l'IRSST va s'intéresser aux gaz d'échappement de moteurs diesel, aux combinaisons de substances, aux poussières de bois mou et de bois dur, aux médicaments antinéoplasiques, aux risques cancérogènes présents dans les emplois verts et finalement aux eaux usées et compostage. Donc, je vous remercie de votre attention et je vais passer la parole à France Labrèche qui va vous parler de l'exposition de l'estimation de la proportion des cancers liés au travail. Merci. Bonjour. Alors, avant d'aborder plus précisément les résultats de notre rapport de recherche, je voudrais qu'on s'entende sur l'importance de travailler sur la proportion de cancers reliés au travail. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour sensibiliser, prévenir surtout, parce que c'est ce qui est le plus important pour l'ensemble des travailleurs, puis ça va toucher le plus grand nombre de travailleurs, et pour changer bien sûr les conditions de travail qui ne sont pas favorables justement à la prévention des cancers. Pour qui est-ce important? D'abord, bien sûr, le travailleur. Le travailleur pour pouvoir prévenir les cancers, mais aussi pour pouvoir réparer, c'est-à-dire indemniser les cancers. La communauté, en termes de santé publique, c'est important aussi pour justement la prévention, c'est leur mandat principal, et l'allocation des ressources dans le domaine de la santé. Et bien sûr, le médecin traitant, afin de pouvoir effectuer une détection précoce et d'aider à la reconnaissance justement des cancers. La législation. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des cancers professionnels, en 1775, le premier médecin qui a attiré l'attention sur un cancer professionnel a été Dr. Pott, qui a souligné l'incidence plus élevée de cancer du scrotum chez les petits ramoneurs de cheminée. Et à partir du moment où il a fait ça, ça a pris quelques années, puis déjà, il a commencé à avoir des lois pour restreindre le travail chez les jeunes enfants. Par contre, ça a pris 100 ans de plus avant qu'il y ait une interdiction totale. En termes d'indemnisation, le premier exemple est à la fin du 19e siècle, où on a remarqué qu'il y avait une augmentation de cancer du poumon chez des travailleurs de mines souterraines. À peu près 50 ans plus tard, on a inscrit justement le cancer du poumon comme la première fois sur une liste de maladies indemnisables en Allemagne, suite à la reconnaissance justement de ce lien entre le cancer du poumon et le travail. Dans ce cas-là, c'est avec le radon dans les mines. En termes de méthode de travail, je ne sais pas si vous reconnaissez les femmes qui peignaient les cadrans lumineux avec une peinture au radium parce que ça brillait dans le noir, alors c'est intéressant. Et ces dames-là, leur superviseur, leur directeur ou leur gérant leur disait d'affiner, ils peignaient ça avec un pinceau, bien sûr, d'affiner le pinceau avec leurs lèvres et leur langue parce que ça faisait ça peignait mieux les chiffres. Alors, bien sûr, ces gens-là, ces dames-là ont eu des problèmes de cancer et d'anémie. Il y avait des problèmes de radiation. En dedans d'une décennie, il y a eu une reconnaissance du lien avec le cancer chez ces gens-là et il y a eu de l'indemnisation. Par contre, il y a eu quand même plusieurs décès. Mais ça a changé les lois et les méthodes du travail en ce qui a trait justement à la préparation de montres lumineuses. Norme d'exposition aussi, ce que vous voyez ici, c'est du chlorure de polyvinyle. On a souligné encore une fois l'incidence accrue, donc le nombre de cas plus important d'un rare cancer du foie. En 1974, la même année, OSHA aux États-Unis a proposé une réduction de 500 fois de la norme et
pas forcé, mais l'industrie elle-même a décidé de changer le procédé pour faire une production en circuit fermé. Alors donc, c'est important, c'est très utile et c'est important donc de les souligner. Maintenant, quelles sont les particularités des cancers qui rendent l'estimation de la proportion de cancer un peu plus compliquée à estimer? D'abord, la latence. Les tumeurs, ça prend entre 5 et 40 ans. Ça peut prendre moins de 5 ans dans certains cas quand l'exposition est très élevée. Ça peut prendre un peu plus de 40 ans dans certains cas pour certains cancers, surtout quand l'exposition était un peu plus faible. Donc, c'est un peu plus compliqué à essayer de faire un lien de cause à effet. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le risque de développer un cancer, des facteurs génétiques personnels, la prise de médicaments, des habitudes de vie, des expositions environnementales et bien sûr des expositions professionnelles. Le moment où se produit l'exposition peut être important aussi. On sait que dans les cas durant la grossesse, par exemple, ou chez les jeunes, les personnes plus jeunes, le risque augmente lorsqu'on a une exposition à un cancérogène. Et finalement, l'exposition elle-même est souvent difficile à caractériser, à quantifier. Quelle est l'ampleur du problème au Québec? C'est ce que on voulait essayer d'estimer. Donc, en termes de cancer liés au travail. Les données d'indemnisation, on le sait, présentent un portrait limité. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une sous-estimation par les données d'indemnisation. C'est normal, c'est comme ça à travers tout le monde, pour plusieurs raisons, dont le fait, justement, la longue latence dont je vous parlais. Alors, quand quelqu'un développe un cancer à l'âge de 65 ans ou 70 ans, ben, s'il a travaillé il y a 20 ans avec une substance cancérogène, il s'en souvient peut-être pas. Dans certains cas, les familles veulent pas faire de demande d'indemnisation pour toutes sortes de raisons. Alors, on sait qu'il y a une sous-estimation, c'est connu. Donc, il y a pas aussi, en plus, il n'y a pas de marqueur d'origine professionnelle du cancer. Lorsqu'on voit un cancer, on peut pas le différencier parce que les types cellulaires sont pas différents selon la source ou la cause du cancer. Alors ça, c'est un autre facteur qui rend encore plus difficile l'identification des cancers d'origine professionnelle. Donc, pour en établir un portrait le plus représentatif possible, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en estimer l'ampleur. C'est ce que nous avons essayé de faire en calculant ce qu'on appelle la proportion de cancers attribuables au travail. Pour ceux qui aiment les définitions officielle, ça c'est la définition officielle, c'est la proportion par laquelle le taux d'incidence, donc le nombre de nouveaux cas d'une maladie dans l'ensemble de la population serait réduite si on éliminait. Par exemple, on dit que, vous entendez souvent parler du fait que 90% des cancers du poumon soient associés au tabagisme. Ben, c'est une forme un calcul de cancer attribuable. Ce que ça dit, c'est que si on éliminait le tabagisme, il y a 90% des cas de cancer du poumon présentement qui seraient éliminés. Mais pour faire ça, il y a plusieurs données nécessaires. Il faut qu'on ait une liste des cancérogènes considérés. Si je prenais l'exemple du cancer du poumon, alors il faut qu'on se mette à calculer quelles sont toutes les substances qui peuvent être associées à une augmentation de cancer du poumon. Il faut qu'on estime pour chaque substance quelle est l'importance de leur risque. Est-ce que ça double le risque, est-ce que ça quadruple le risque ou si ça l'augmente de 50%, par exemple. Il faut qu'on sache quelle est la proportion des travailleurs exposés en milieu de travail à chacune de ces substances-là. Et il faut qu'on ait, le nombre de cas de chaque cancer dans un pays ou dans une région donnée. Ça, c'est relativement facile à avoir avec les statistiques de santé. Tout cet exercice-là est très coûteux en temps, en ressources. Donc, l'alternative, c'est celle que nous avons décidé d'utiliser ici, c'est d'utiliser les proportions de cancers attribuables qui avaient été publiées dans d'autres pays, donc d'autres pays qui avaient fait l'ensemble du travail et qui avaient publié les fractions attribuables, les proportions attribuables. Donc, je vais vous présenter le projet avec lequel j'ai travaillé avec deux collaborateurs de l'IRSST, Patrice Duguay et Alexandre Boucher, et quelqu'un de l'INSPQ, Robert Arcan. Alors, ce qu'on a utilisé deux types de données. On a bien sûr utilisé les données d'indemnisation de la CSST. Donc, les données retenues, c'est les nouveaux cas de cancer indemnisés et les décès par cancer indemnisés. Je vous donne les années ici, 2005-2007 pour les nouveaux cas de cancer et de 97 à 2005 pour les décès. La source, c'est le dépôt de données centrales régionales de la CSST. Et ce qu'on a regardé, c'est toutes les tumeurs malignes, y compris le mésothéliome, qui est un des cancers associés à l'exposition à l'amiante. Maintenant, les méthodes pour les proportions attribuables, comment on les a calculées? D'abord, on a sélectionné des études qui étaient relativement semblables au Québec et qui avaient publié sur un ensemble de cancers. Vous allez trouver plusieurs études qui ne vont parler que d'un seul cancer. Par exemple, le cancer du poumon. Nous, on voulait un portrait un peu plus global, donc on a essayé de trouver on a trouvé finalement ces deux études-là qui avaient publié sur chacun sur 27 ou 28 cancers, sites de cancers différents.
On a utilisé les proportions telles que publiées dans leurs rapports et leurs articles scientifiques. Et on a pris les données d'incidence et de mortalité pour le cancer, donc le nombre de cas de cancer qui se produisent au Québec à partir des données officielles de santé entre 2002 à 2006, donc le registre québécois du cancer et le fichier des décès du Québec. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même vérifié. On avait pris deux études, une de la Finlande, une de Grande-Bretagne, et on a donc comparé est-ce que le Québec ou le Canada se comparent quand même suffisamment bien à ces deux pays-là pour qu'on puisse penser que la proportion de cancer attribuable qu'ils avaient calculée était comparable à la nôtre. On a regardé donc le profil socio-économique en sens pas individuel, mais quel type d'industrie, quel type d'activité économique se font dans ces pays-là. Et on a regardé un petit peu les habitudes de tabagisme et de consommation d'alcool dans ces pays-là. On a identifié aussi, on a séparé des cancers qui étaient influencés par le tabagisme. Alors, sur les 28 sites de cancers qu'on a regardés, il y en a 16 qui sont influencés par le tabagisme. Quand je dis influencés, je veux dire que le Centre international de recherche sur le cancer a dit que le tabagisme était un facteur cancérogène prouvé pour ces sites de cancer-là. Et même chose avec la consommation d'alcool, 8 sur les 28. Pour ces cancers-là, comme les habitudes de consommation d'alcool et de tabac étaient plus semblables avec ceux des Britanniques, on a pris les proportions attribuables des Britanniques exactement pour ces cancers-là pour qu'on soit le plus comparable possible. Alors, les résultats. Pour l'indemnisation, ce sont les résultats, les nouveaux cas de cancer indemnisés entre 2005 et 2007. Hommes et femmes confondus. Vous voyez, ça, pour ceux qui connaissent un petit peu le sujet, ce n'est pas vraiment une surprise. Le mésothéliome de la plèvre est celui qui est le plus souvent indemnisé. Et c'est celui pour lequel la preuve ou le lien avec l'amiante est la plus élevée, le plus forte. En deuxième place, toutes les tumeurs du poumon, l'appareil respiratoire. Et les autres, vessie. Ensuite de ça, d'autres, mésothéliome du péritoine, qui est le même type cellulaire associé à l'amiante, mais plus dans l'abdomen plutôt que près des poumons. Certaines choses que je trouvais intéressantes, c'était le fait que, bien sûr, ce sont, ici, la barre plus pâle, ce sont les cancers chez les gens de 65 ans et plus. Vous vous souvenez, il y a une longue latence, alors c'est normal qu'on trouve un nombre plus important de cancers à cet âge-là. Mais je veux quand même souligner qu'il y a des cancers à l'âge de 35 à 54 ans qui existent encore, qui sont même indemnisés au Québec. Pour les décès indemnisés, résultant d'un cancer selon l'année pour laquelle ils ont accepté. Et le siège, vous voyez, la ligne du haut, c'est celle du mésothéliome de la plèvre, qui est le plus associé à l'amiante, donc qui est indemnisé en plus grand chiffre. La deuxième barre ici, c'est le poumon. Et les autres, vous voyez que c'est vraiment un nombre. Ici, vous avez le nombre de cas, le nombre de décès qui sont indemnisés. Alors, vous voyez qu'il y en a très peu pour les autres. Alors, c'est vraiment cancer du poumon et cancer du mésothéliome, deux cancers associés à l'amiante qui sont les plus indemnisés. C'est aussi ce qui est le plus connu. Alors, les gens font plus facilement une demande d'indemnisation lorsqu'ils ont été exposés à l'amiante. Maintenant, je m'en vais à la deuxième partie de notre étude où on a essayé d'estimer, avant d'analyser vraiment les proportions de cancers attribuables au travail, on a fait la comparaison Québec-Canada. D'abord, le Québec par rapport au Canada, c'est assez semblable, sauf qu'il y a plus de travailleurs en production puis un peu moins de travailleurs en agriculture par rapport à l'ensemble du Canada. Pourquoi on a fait une comparaison Québec-Canada? C'est parce que pour pouvoir comparer la Finlande et la Grande-Bretagne, enfin, Royaume-Uni, on n'avait pas de données comparables. Les seules données qui étaient publiées, c'est les données de l'OCDE, et les données de l'OCDE, c'était Canada, Finlande et Royaume-Uni, et non pas Québec. Alors, on a donc comparé d'abord Québec-Canada. On voit qu'on est assez semblable. On a comparé ensuite de ça Canada, Grande-Bretagne et Finlande. Et ce que je voulais surtout vous souligner ici, c'était que, le Canada se place à peu près en moyenne pour l'agriculture, foresterie, chasse et pêche, secteur manufacturier. La même chose pour bâtiments, travaux publics, transport, entreposage. Par contre, il y a plus de gens au niveau des services, soit services sociaux personnels ou restauration, hôtellerie, que les autres pays. Par contre, souvent, le Canada est un peu plus proche de la Grande-Bretagne que de la Finlande. Maintenant, les résultats principaux de notre étude, c'est ceux-ci. D'abord, les nouveaux diagnostics de cancer, qui sont les deux premières lignes, et les décès par cancer.
Ce que vous avez ici, c'est ce que, bon, nous, on a appelé ça une valeur plausible parce qu'on ne pouvait pas avoir vraiment une valeur statistiquement significative ou statistiquement, on ne peut pas l'analyser au point de vue statistique. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait deux sources de données, donc les deux études dont je vous parlais, et en général, on mettait l'étendue plausible la plus faible et la plus forte. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé en bas l'étendue plausible plus faible et plus forte. Ça veut dire qu'une des études disait que 5% pour l'ensemble des travailleurs, 5% des cancers étaient attribuables au travail et l'autre étude allait à 8,3%. Ça, c'est pour l'ensemble. Maintenant, lorsqu'on regarde les hommes, vous voyez que les proportions attribuables sont beaucoup plus élevées. Alors, on a 9% des nouveaux diagnostics de cancer, donc les nouveaux cas, et 11,8% des décès par cancer qui seraient attribuables au travail pour l'ensemble du Québec. Ça, c'est une moyenne, je le souligne encore, c'est la moyenne pour les chiffres de 2002 à 2006. Donc, c'est basé sur le nombre de cancers qu'il y avait entre 2002 et 2006. Pour les femmes, les chiffres sont plus bas, entre autres parce que les femmes travaillent moins dans des endroits où il y a une multiplicité d'expositions à des substances cancérogènes. Ça, c'est un petit peu dense comme tableau. Je voulais surtout attirer votre attention sur ce qu'on appelle la proportion attribuable. Donc, quelle est la proportion de l'ensemble, par exemple, des mésotéliomes qui seraient attribuables au travail? Puis ici, les chiffres de gauche, les deux premières colonnes, ce sont les hommes, les deux colonnes suivantes, ce sont les femmes. Alors, si on regarde le mésothéliome, 93,5%, bon, on peut toujours discuter, c'est plus une étendue de valeur selon les auteurs qui peuvent aller de 60 à même, il y en a qui disent que c'est 100% des cancers qui sont attribuables c'est-à-dire des mésothéliomes qui sont attribuables au travail chez les hommes, en tout cas. La proportion est plus faible, c'est-à-dire que dans les études disponibles, et plus faible chez les femmes, dans les études disponibles, ça arrive moins souvent qu'on arrive à identifier l'amiante comme étant responsable des mésothéliomes de la plèvre chez la femme. Donc, ce que je veux surtout attirer votre attention, c'est ici, tous les cancers qui sont encerclés sont ceux pour lesquels la proportion attribuable est de plus de 10%, 10% et plus. Par contre, quand on regarde le nombre de cas n'est pas tout à fait dans le même ordre que la proportion de cancers attribuables. Vous voyez que le cancer le plus fréquent à peu près partout dans le monde industrialisé, c'est le cancer du poumon, presque partout. Alors, vous voyez, ça se reflète ici chez les hommes et chez les femmes. Par contre, si on regarde seulement le nombre de cancers, vous voyez que la vessie, cancer du sein, cancer de la prostate, les chiffres sont quand même élevés, même si les proportions de cancers attribuables sont plus faibles. Alors, c'est moins de 10%. Si on se compare avec les autres études qui ont essayé d'estimer justement la proportion de cancers attribuables au travail, vous voyez qu'on est tout de même assez comparable. Rapidement, je vais vous dire, la colonne de gauche complètement, c'est une étude américaine, mais qui date de 81, donc beaucoup plus vieille. La deuxième colonne, c'est l'étude finlandaise qu'on a utilisée à notre étude pour estimer les proportions de cancer. La troisième, la ligne un peu plus pâle, c'est la Grande-Bretagne, donc la deuxième étude qu'on a utilisée. La ligne un peu grise, c'est une estimation qui a été faite par l'Alberta en 2010. Ils ont justement estimé eux aussi la proportion de cancers attribuables au travail dans leur province. Et la nôtre est la ligne un petit peu dorée ou jaune, en tout cas, complètement à droite. Alors, vous voyez que pour les poumons, les proportions sont quand même entre 15 et 20%. Cancer du poumon. Pour le cancer du sinus aîné, on voit que c'est à peu près 40-45%. Pour l'ensemble des cancers totaux, donc au total, c'est entre 5 et 10%. Les estimations semblent assez comparables d'un pays à l'autre dans les économies industrialisées, en tout cas. Donc, en résumé, au Québec, on aurait, ou ça correspond à peu près entre 1800 et 3000 cas de cancer qui seraient attribuables au travail. Donc, de nouveaux diagnostics de cancer qui seraient attribuables au travail au Québec. Selon les chiffres de 2002-2006, le nombre de cas de cancer a augmenté depuis ce moment-là. Il y a à peu près 48 000 nouveaux diagnostics de cancer à chaque année au Québec, maintenant. Ça correspond aussi à entre 1000 et 1700 décès par cancer. Les sites de cancer les plus fréquents seraient cancer du poumon, cancer de la peau, bien que le cancer de la peau soit difficile à estimer parce que beaucoup de ces cancers-là sont traités dans des bureaux privés et ne se reflètent pas très bien dans les statistiques de santé. Site de cancer fréquent en termes de décès, il y a cancer du poumon qui revient encore, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de la prostate.
Et je vous l'ai souligné tout à l'heure, les cancers avec la plus grande proportion, dont la plus grande proportion est attribuable au travail, sont ceux, le mésothéliome de la plèvre, où presque entre 50 et 98% des cancers seraient attribuables au travail. Sinus fosse nasale, mais ça correspond à beaucoup moins de cas. Et le cancer du poumon, qui est encore élevé, comme je vous disais tout à l'heure. Ça, ce sont des estimations. Alors, vous voyez d'ailleurs, vous remarquez que l'étendue de valeur est quand même assez grande. Alors, on n'est pas sûr du nombre exact, mais on sait que c'est au minimum, en tout cas 1000 décès, au minimum 1800 nouveaux cas. Il y a des incertitudes. Je vais quand même, sans vous embêter trop longtemps avec des détails méthodologiques, je veux quand même souligner qu'on utilise des proportions attribuables qui ont été développées pour d'autres pays. Même si les pays sont comparables, il peut y avoir quand même des différences parce que les types d'activités économiques peuvent être quand même légèrement différentes. Je vous l'ai souligné qu'il y en avait un petit peu de différence quand même. Les habitudes de vie des gens, même si elles sont quand même relativement comparables, peuvent être différentes. C'est jamais parfait parce qu'il y a des variations. Les procédés industriels, même si c'est la même proportion, disons, d'aluminerie, peut-être que les procédés utilisés dans les alumineries sont différents d'un pays à l'autre. Les matières premières sont différentes. Alors, il y a quand même des variations qui font que c'est des incertitudes supplémentaires. Puis les trois principales incertitudes sont le choix des cancérogènes. Dans certains pays, on n'utilise que les cancérogènes qu'on considère avérés, donc pour lesquels on est vraiment sûr à 100% qu'il y a un lien de cause à effet avec le cancer. Dans d'autres pays, on tient compte aussi des cancers pour lesquels la certitude est un petit peu moins forte. Le choix des estimations de risque retenues. Est-ce que le risque, dans certains cas, ce que les gens font, c'est qu'ils utilisent les études qui ont été faites dans leur pays pour être sûr qu'ils tenaient compte, par exemple, des facteurs génétiques de leur population. Alors, on n'utilisera pas généralement une étude qui a été faite au Japon si on veut tirer des conclusions sur une population du Québec. Et troisièmement, l'estimation de l'exposition. On a, bien que ça paraisse un petit peu étrange, on a peu d'informations sur l'exposition à des cancérogènes parce que les cancers d'aujourd'hui, ils découlent d'expositions qui datent de 20, 30, 40 ans. Alors, il y a 20, 30, 40 ans, on avait relativement peu d'informations. Alors, c'est important d'essayer justement de documenter cet aspect-là le plus possible. En conclusion, il y a eu plusieurs études sur le fardeau des cancers depuis les 10 dernières années. Elles ont toutes été basées sur ce que j'ai appelé les proportions de cancers attribuables, qui sont spécifiques au sexe, à l'âge et au pays. Il y a plusieurs aspects qui ne sont pas non mesurés, particulièrement les coûts humains et économiques, directs et indirects, qui sont importants mais difficiles à estimer. En Alberta, lorsqu'ils ont fait leurs études, ils ont estimé justement les coûts. Il y a une étude en cours justement à l'OCRC, à l'Occupational Cancer Research Center de l'Ontario, qui va estimer le fardeau des cancers et justement le coût économique des cancers. Ce sont des données utiles pour orienter la prévention, orienter la recherche. C'est important. En Grande-Bretagne, on a réussi à estimer que la proportion de cancers du poumon associé à la syphilis pourrait diminuer, passer de 2, maintenant ils l'estiment à 2,7%, ça pourrait diminuer à 0,14% en 2060, si 90% des établissements respectaient la norme. Alors, même pas en baissant la norme, seulement si on faisait respecter la norme complètement. Donc, ces chiffres-là permettent de savoir où investir puis où mettre nos énergies. Et finalement, il y a 6% donc des cancers, si vous vous souvenez du chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, 6% des cancers qui seraient attribuables au travail. Ça n'a pas l'air beaucoup. Je vais vous lire ici ce que Doll et Pito, qui sont deux épidémiologistes très connus dans le domaine du cancer, ont dit. Les cancers professionnels tendent à se concentrer parmi les groupes relativement restreints de personnes, dont le risque de développer la maladie peut être élevé. Et de tels risques peuvent être généralement réduits ou même éliminés une fois qu'on les a identifiés. Dans tout programme de prévention du cancer, la détection des risques professionnels devrait donc être jugée plus prioritaire que leur importance proportionnelle de le laisse suggérer. Alors, c'est important de prévenir. Alors, en ce sens, on a pensé qu'il était important de commencer à travailler à ce niveau-là. Et Marie-France, ma collègue Marie-France, va vous présenter ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais vous présenter le dernier et troisième volet de notre thématique d'aujourd'hui sur les cancers et les cancérogènes professionnels. Je vais vous présenter donc un projet de valorisation des résultats de la recherche. Et en l'occurrence, c'est principalement sur les travaux de recherche de France Labrèche en épidémiologie que s'est appuyé ce projet de valorisation de la recherche.
Alors, c'est un projet qu'on a réalisé pour les milieux de travail et qui s'intitule « Y a-t-il des cancérogènes dans votre milieu de travail? Passez à l'action ». Alors, pour réaliser ce projet, on a réuni une équipe avec des expertises diversifiées, en épidémiologie, bien sûr, mais aussi en hygiène du travail, en transfert de connaissances, en communication. Alors, dans l'équipe, il y avait bien sûr France Labrèche, Sabrina Gravel, mais aussi Brigitte Roberge, en hygiène du travail, et Marjolaine Thibault, de la direction des communications. Alors, une petite mise en contexte de l'étude. D'abord, l'importance de la problématique des cancers d'origine professionnelle, comment il faut s'attarder à cette problématique-là dans les milieux de travail, et également l'importance de la prévention. Et cette prévention passe par une étape de sensibilisation à la présence des cancérogènes dans les milieux de travail. Alors, avant de commencer notre projet, on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qui existe exactement au Québec en termes de documents pour des milieux de travail sur ces sujets-là? Et on s'est rendu compte assez rapidement de l'absence de tels documents au Québec. On en a vu en France, en Grande-Bretagne, au Canada anglais, mais ici au Québec, il n'y en avait pas. Et on a pensé que ce serait important d'avoir un tel document qui ferait état de la situation, du nombre de cancers estimés, par exemple, au Québec, qui ferait état de notre réglementation spécifique, qui présenterait également les ressources spécifiques au Québec disponibles pour les milieux de travail. On s'est rendu compte aussi qu'il existe des travaux, il y a des travaux qui ont été faits au Québec, mais davantage par substance. On s'est intéressé, par exemple, à l'amiante, on s'est intéressé à la silice, mais on souhaitait avoir une approche plus globale des cancérogènes et également une approche plus intégrée, c'est-à-dire de présenter de la problématique à des pistes de solutions pour les milieux. Et on s'est entouré, pour faire ce projet, d'un comité de suivi. Ce qui a été intéressant dès le départ, c'est quand on a commencé à contacter les organisations qui pourraient se joindre au comité de suivi. Dès le départ, ils nous ont confirmé la pertinence de réaliser un tel document pour le Québec. Alors, ce comité était représenté de représentants, si vous me permettez, du réseau de la santé, d'associations sectorielles, de la Société canadienne du cancer, de la SCSST et également de représentants syndicaux et patronaux. Ce comité nous a guidés à des étapes clés du projet. On leur a présenté d'abord les contenus. Alors, on a discuté avec eux des contenus du document, des principaux messages qui devraient être livrés dans ce document-là. On a regardé le vocabulaire. Est-ce que c'est accessible? Alors, c'est des questions comme ça qu'on a examinées avec eux, ainsi qu'un plan de diffusion. Alors, si on regarde le document lui-même. Alors, notre objectif était de faire de la sensibilisation sur la réduction des risques liés à l'exposition aux cancérogènes. Nos publics cibles, principalement les comités en santé et sécurité, mais aussi de manière plus générale, les employeurs et les travailleurs. Alors, on a réalisé 2 produits différents. D'abord, un document d'environ 14 pages, ainsi qu'un feuillet recto-verso destiné davantage aux travailleurs. Ces 2 productions ont été faites en français et en anglais. Au départ, également, on avait des stratégies en tête, des messages principaux également qu'on souhaitait passer. En partant, c'est sûr, on voulait faire un état de situation à partir des données probantes. On voulait qu'un constat ressorte, c'est que le risque d'exposition à des cancérogènes est souvent moins visible qu'un accident du travail, par exemple, mais c'est un risque qui est réel. On souhaitait également interpeller tous les secteurs industriels et on souhaitait que notre document soit aussi axé sur l'action, donc mettre en mouvement les milieux. Et pour mettre en mouvement, il y a une première question qu'il faut se poser, c'est toute la question du repérage des cancérogènes dans les milieux de travail, donc l'identification. Et bien sûr, d'amener les milieux sur la prévention par la réduction des risques. Et on souhaitait que ce document soit concret. Donc, on l'a illustré de nombreux exemples. On a présenté des outils qui pourraient être utiles, des ressources qui pourraient accompagner les milieux de travail.
Alors, on va le regarder, enfin, ce document. Tout d'abord, dès le départ, on a mis de l'avant les enjeux de faire la prévention et de la réduction du risque, tant des enjeux pour les travailleurs que pour les employeurs. On a présenté également la réglementation au Québec et également campé le fait que ce ne sont pas tous les cancérogènes qui sont réglementés au Québec. On a également identifié nos publics cibles, nos destinataires et également présenté une définition des cancérogènes. Ça, c'est notre première section. Dans la deuxième section, on aborde bien sûr les cancers, le cancer lui-même, ses différentes causes, que ce soit les habitudes de vie, l'environnement, les cancérogènes professionnels bien sûr. On fait le lien avec le travail et également on présente des données d'estimation, données que France vous a présentées tout à l'heure. En troisième lieu, les cancérogènes en milieu de travail. Et là, on y va avec des exemples selon les différents types de cancérogènes, que ce soit un agent chimique, un agent biologique. On les présente également sous l'angle des voies d'entrée, donc la voie respiratoire, la voie cutanée. Et également, on présente assez succinctement les trois principaux systèmes de classification des cancérogènes qui sont utilisés au Québec. À partir de cette section-ci, on entre dans l'action et dans la prévention. Ça constitue environ 70% du document. Donc, ça vous donne une certaine idée de l'importance qu'on a voulu accorder à la prévention dans le document. Alors, cette quatrième section, je pense que je suis rendue, parle du repérage, l'importance du repérage et des différents outils à la disposition des milieux. Par exemple, les étiquettes sur les produits qu'on utilise dans les milieux, les fiches de données de sécurité, la signalisation présente dans les milieux de travail. On y indique également de faire appel aux experts dans des cas d'incertitude ou dans des situations un peu plus complexes. Ensuite, on aborde la section des moyens de prévention. Principalement, s'appuie cette section-là sur la hiérarchie des moyens de maîtrise de l'exposition à partir de la substitution. Et on y indique quelques bonnes pratiques générales qui s'adressent à l'employeur et aux travailleurs, que ce soit par exemple des notions comme être vigilant en milieu de travail. C'est un exemple. On a intégré également un outil pour les milieux, pour les guider dans un questionnement sur les moyens de prévention qui pourraient être mis en place dans leur milieu. Je vous en donne un exemple. On pose par exemple la question, le cancérogène est-il entreposé de façon sécuritaire? Et enfin, on présente également des outils qui pourraient être utilisés par les milieux. Je prends par exemple le site web Soluble sur la substitution des solvants, des outils qui ont été principalement développés à l'IRSST, ainsi que des ressources, donc des organisations qui peuvent apporter un soutien au milieu de travail, soit en termes d'information, de formation, d'accompagnement, pour faire la prévention de la réduction des risques. Et en terminant, alors notre outil a été bien sûr lu et relu par les membres du comité de suivi, mais on a aussi fait des tests auprès d'utilisateurs, que ce soit des comités de santé et sécurité, des travailleurs, des employeurs, de petites entreprises, de grandes entreprises, de secteurs aussi diversifiés. On a élaboré, comme je vous le mentionnais au début, un plan de diffusion en collaboration avec les membres du comité de suivi. Puis, j'aimerais souligner dans ce projet, ce qui est intéressant, il y a eu une entente avec la Société canadienne du cancer qui a permis de faire une diffusion conjointe, ce qui nous a permis finalement de rejoindre un public cible beaucoup plus large. Et c'est un document qui a été largement téléchargé et promu également sur différentes plateformes comme la revue ou le site de l'AIHA, le site également de l'Institut national du cancer. Alors, voilà, c'était une revue assez rapide du document. Je vous invite à aller en prendre connaissance sur le site web de l'Institut. Merci.